Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer un nouveau format. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser, vous me dites en commentaire. Mais vous savez par exemple, mon site c'est graphceobourse.fr et je publie quotidiennement ou presque quotidiennement une chronique pour expliquer un petit peu ce que je pense, quel est mon sentiment de marché et également faire un petit point sur mes actions, sur mon portefeuille. Donc à ce stade-là, tout est écrit, tout est sur le site internet, mais pourquoi pas, quand j'en ai le temps, quand je trouve qu'il y a potentiellement un article qui est important ou ce que j'écris qui peut faire également lieu d'une vidéo, vous l'exposez également en vidéo pour celles et ceux qui préfèrent peut-être le format vidéo plutôt que le format écrit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire la chronique du jour. Potentiellement y ajouter quelques annotations personnelles en plus. Mais voilà, vous me direz un petit peu si ce format vous plaît et puis on parlera aussi du portefeuille à la fin où je peux éventuellement pousser un petit peu plus mes réflexions. Donc doucement mais sûrement, la dégradation, la baisse, la capitulation, le crack, comme vous voulez l'appeler, sont en place en bourse. Poutine n'a rien annoncé de nouveau, il a même eu un discours de paix globalement. Tant mieux, même si voilà, il y a le discours et les actes, si ce n'est le fait que sa guerre en Ukraine est une guerre pour défendre la Russie contre une menace. Ça, il a une nouvelle fois rappelé. Cela m'a fait sourire, car cela m'a rappelé un passage de l'autobiographie du sniper finlandais, Simo Aya. Alors, j'ai écorché son nom, vous m'en excuserez. J'avoue, j'ai dû retourner au livre pour justement écrire son nom déjà correctement. Le prononcer, c'est autre chose. D'après mes souvenirs, alors en 1939, vous avez l'URSS de Staline, qui revendique certains territoires qui sont russophones à la frontière finlandaise. Évidemment, les négociations échouent. Les soviétiques annoncent du coup qu'ils sont menacés par l'agressivité de la Finlande et ils déclenchent donc une attaque préventive, une attaque de défense. Donc évidemment, les Finlandais refusent donc de s'excuser et donc on a une invasion totale des soviétiques. Ce qu'il faut retenir évidemment, toute relation, on est quand même, vous le voyez, plus de 90 ans plus tard. Toujours cette même idée, au niveau un petit peu de l'idée de la Russie, c'est on attaque préventivement parce qu'on est menacé. Mais surtout, bref, en fait, on le sait, cette invasion, elle est lente et elle est laborieuse en Finlande. Les soviétiques utilisent surtout de l'artillerie et ils se déplacent de par les routes, ce qui fait qu'ils ont pas mal d'escarmouches, pas mal d'embuscades et on a donc ce sniper finlandais qui est bien connu, qui fait, je sais pas, qui totalise à peu près 500 morts. Et donc les embuscades qui se font essentiellement par la mobilité des Finlandais notamment et de l'armée finlandaise à ski. Ça, c'est pour la petite histoire évidemment et pour rapprocher un petit peu de l'actuel. Ce qui est très intéressant également, c'est que Staline, 2 ans auparavant, donc de 1936 à 1938, il a également un petit peu fait du nettoyage chez lui, donc parmi les généraux, parmi les élites notamment, qui étaient un petit peu trop trotskistes ou qui se disaient de Lénine évidemment. Donc il a dû faire une grande purge. Cette grande purge, évidemment, ça élimine beaucoup d'élites. Alors, il n'y a pas de contestation, mais la problématique, du coup, c'est que les armées avaient essentiellement des généraux qui étaient tout neufs, inexpérimentés. Et ça s'est tout de suite ressenti, notamment en Finlande. Donc là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est un petit peu la peur de Staline qui pousse évidemment les généraux à lui dire ce qu'il a envie d'entendre et qui c'est pas forcément la réalité et on se heurte un petit peu donc à un ennemi qui a été sous-estimé. Donc ça, voilà, c'était pour la petite histoire. Et si vous lisez le livre justement de ce sniper finlandais, qui est une espèce d'autobiographie, il parle bien de ces niveaux-là. D'ailleurs, je vais piocher l'histoire de là. Donc toute ressemblance évidemment avec l'Ukraine actuellement n'est que parfaitement fortuite. L'histoire, elle bégaye, comme disait Marx. Pour reprendre, Marx aussi certainement se retournerait dans sa tombe. Alors pas de nouvelle escalade, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce que la bourse retiendra surtout, mais globalement la bourse elle est en fait surtout passée déjà à autre chose, parce que le mal il est fait, les flux ils sortent, le conflit il s'éternise et on a la politique zéro Covid de la Chine, donc on a l'inflation qui persiste, on a du coup les banques centrales qui remontent les taux d'intérêt, bref. On a globalement une peur. Et ce qu'on a aussi, c'est cette contagion finalement. Jusqu'à présent, c'était essentiellement les valeurs technologiques qui étaient touchées. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on est en train de toucher par contagion les valeurs des matières premières, les valeurs pétrole, globalement les valeurs cycliques. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a cette crainte maintenant
que le coup d'après, c'est la récession ou en tout cas la décroissance, la croissance molle. C'est ça qui peut éventuellement faire un petit peu peur avec le gros mot qui ressort de stagflation, potentiellement en Europe. Aux États-Unis, non, je ne pense pas. Mais toujours est-il, voilà, il faut savoir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir peur de la stagflation, on a le droit d'avoir peur de la récession, mais aujourd'hui, globalement, on ne peut pas dire qu'on aura des récessions comme à la hauteur des subprimes, et on ne peut pas dire qu'on aura une stagflation à la hauteur des années 70-80. Donc, il y a toute proportion gardée, je veux dire, oui, vous pouvez avoir éventuellement de la stagflation ou de la récession, mais aujourd'hui, on parle vraiment... on part sur des choses, c'est surtout de la décroissance. Si on a de la récession, globalement, ça sera du moins 1 ou du moins 2% pour l'année prochaine déjà. Hein. Mais la bourse anticipe, c'est ça qui est important. Donc, beaucoup commencent à parler du fait qu'il y a maintenant une alternative aux actions, les obligations notamment, et notamment celles des pays émergents et des US qui vont vous rémunérer entre 3, 5, 6, 7% évidemment, et les États-Unis, donc vous êtes un petit peu au-delà des 3% sur le 10 ans. Pour moi, c'est toujours pas une alternative globalement parce que l'inflation, elle est au-delà. Votre inflation aujourd'hui, elle est à 8, voire 10% en Angleterre, où on atteindra les 10% en Angleterre. Donc en fait, vous êtes toujours en taux réel négatif à aujourd'hui, donc vous perdez de l'argent. Par contre, ce qui change, c'est que si vous achetez aujourd'hui de l'obligataire à 3%, éventuellement dans un an, on est en récession, admettons. La récession, la baisse des marchés boursiers déjà attaque le portefeuille des épargnants, surtout les Américains, qui ont une retraite par capitalisation. Donc si votre portefeuille prend une benne de moins 20, moins 30, moins 40%, bah forcément, vous consommez également moins, vous n'avez pas cet effet de richesse-là. Donc déjà, l'inflation se prend un taquet par rapport à ça. L'inflation se prend un deuxième taquet par rapport au fait que la Fed est en train de relever ses taux. Elle reste certes derrière la courbe, hein, donc on est quand même dans des politiques accommodantes, c'est-à-dire qu'on resserre, mais on ne resserre pas autant que ce qu'on devrait resserrer par rapport aux statistiques économiques. Mais pour autant, voilà, on resserre quand même. Donc en gros, on est en train de jouer aujourd'hui que l'inflation, une grosse partie de cette inflation va se résorber, mais on joue également la récession. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet aussi de contagion sur les valeurs cycliques. Évidemment, on n'apprécie pas quand on commence à parler de récession économique. Et donc du coup, votre obligataire, quelque part, et c'est là où c'est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, il n'est pas une alternative. Quand vous réfléchissez au jour d'aujourd'hui, je paye une obligation, j'achète une obligation pour faire du 3%, mes taux vont continuer de monter, donc globalement, mon prix de mes obligations va continuer, lui, de baisser. Donc aujourd'hui, si j'achète une obligation à 10 ans américain, je vais avoir du 3%, mais globalement, si l'inflation reste à 8%, ben je suis en perte de 5% un petit peu en annuel. Par contre, ce que je joue éventuellement en achetant du 3% maintenant, c'est qu'il va y avoir une récession, l'inflation va baisser et donc en gros, je vais passer en taux réel positif ou en tout cas à 0%, donc c'est-à-dire que je joue le côté défensif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où l'inflation va baisser, ce taux à 3% va devenir de plus en plus intéressant. Évidemment, s'il y a une récession, c'est en gros l'obligataire va à nouveau jouer un rôle de défense et on va aller chercher de l'obligataire. Avec les taux qui continuent de monter, il ne faut pas regarder le prix de votre obligation. J'avais fait déjà une vidéo pour expliquer un petit peu le crack obligataire, c'est-à-dire ne pas se dire oui mais j'achète une obligation mais son prix va baisser. Ouais, mais si vous achetez cette obligation-là aujourd'hui pour jouer de la défense, vous achetez en fait pour le coupon et finalement le prix de l'obligation vous en foutez. Alors essentiellement c'est les fonds qui vont mieux s'en servir que les particuliers puisqu'ils vont faire des rollovers entre plusieurs maturités obligataires et ils vont pouvoir justement s'en tirer comme ça avec des coupons. Donc c'est là où ça peut commencer à servir un petit peu d'alternative, c'est en se projetant et en se disant aujourd'hui ou pour les quelques mois à venir ça va me coûter de l'argent globalement d'acheter une obliga à 3%, mais dans un an ou dans 2 ans, si on commence à pousser de la récession, si l'inflation retombe à des niveaux classiques, c'est-à-dire en dessous de 3%, et bien là, ça fait sens. Donc c'est comme ça qu'il faut se projeter un petit peu et réfléchir. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si globalement votre inflation baisse, et donc c'est parce qu'on joue la récession, et ben votre dollar également, il ne va pas rester puissant parce qu'on est dans des déficits commerciaux qui sont absolument énormes aux États-Unis. Donc c'est là aussi, il faut bien se dire qu'aujourd'hui le dollar est très fort, ce qui n'arrange pas évidemment. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long, mais la dette des pays émergents avec la Chine, ça va être très intéressant également. La guerre des monnaies qui se met en place, c'est très intéressant pour les années à venir. Je ferai un petit laïus là-dessus parce que ça peut être lié à Taïwan également, à la décision, à ce que la Chine peut être en train de mettre en place pour essayer de jouer un petit peu la protection
si jamais il décide d'appuyer sur le bouton de l'envahissement de Taïwan. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que votre indicateur, c'est le dollar. Tant que le dollar il reste fort, ça veut dire en fait que l'économie reste forte. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, l'obligataire n'est toujours pas une alternative parce que l'économie américaine reste très forte. Donc, on peut relever les taux globalement, mais il n'y a pas de récession. Donc, certes, on sait très bien qu'on va atteindre, on atteint un pic. On sait très bien qu'on atteint un pic de croissance, un pic d'inflation, mais ces pics-là, ils peuvent durer encore pendant plusieurs mois avant qu'on ait une baisse. Et surtout, cette baisse-là, elle peut être de manière graduelle et pas en mode toboggan. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. Et donc, l'indicateur, pour moi, c'est le dollar. À partir du moment où le marché va vraiment commencer à jouer à une accélération de la détérioration économique aux États-Unis, on le verra dans le dollar. Alors certes, la BCE va augmenter ses taux, donc ça devrait stabiliser l'euro-dollar, mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout le dollar contre un panier de monnaie, pas seulement contre l'euro. Et donc à partir du moment où on aura une faiblesse validée sur le dollar, là oui, on pourra se dire que le marché est en train de jouer la faiblesse économique des US. Et là, à ce moment-là, il y a certainement une alternative à jouer de l'obligataire pour jouer l'aspect vraiment défensif. Pour moi, en termes d'inflation, on reste axé action. Ça reste pour moi la meilleure des défenses à ce stade-là encore. Ce qui va nous intéresser également, si jamais on devait avoir la baisse de ce dollar, c'est qu'on remet sur la table la sortie des capitaux qui sont surpondérés sur les États-Unis actuellement pour un aspect de refuge, etc. Et qui, à ce moment-là, reviendraient chercher les pays émergents, mais également des pays un petit peu plus value, comme l'Europe et le Japon. Donc ça peut être une alternative aussi. Donc on voit, de par les monnaies, toute l'importance que vont revêtir justement les fluctuations futures de ces monnaies-là, parce que ça va changer beaucoup de choses sur les stratégies des portefeuilles. Et comme je vous le dis souvent, c'est les flux qui vont être importants, et donc il va falloir suivre les flux. Donc globalement, je suis sorti un petit peu de la lecture, mais c'est grosso modo ce que j'ai écrit aujourd'hui. Et c'est ça pour moi qui est important. Ce qui est important également en termes de citation bourse, c'est que l'erreur principale en bourse, c'est de vouloir toujours faire quelque chose. Il y a des moments où il faut savoir ne rien faire. Ne rien faire, c'est une décision d'investissement en soi. Ça, c'est à imprimer. C'est très important de se le rappeler. Donc, voilà un petit peu pour cette idée. Ensuite, au niveau de l'analyse du CAC 40, j'avais écrit notamment que pour moi, c'était la zone des 6100, 6000 points qui est la zone de support qui va être importante, voir un petit peu comment les acheteurs vont réagir. Mais plus important que le rebond qui pourrait naître de cette zone-là, c'est la force de ce rebond-là. C'est comme ça qu'on sait vraiment si c'est juste un petit rebond technique comme ça pour faire un joujou ou si on a vraiment un niveau très important et des flux qui vont se mettre là. Et niveau portefeuille, tiens, ce que je ferai, alors ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais ce que je ferai en fait, c'est que je ferai la vidéo en commentant mon écran, comme ça vous aurez le portefeuille à l'écran. Là, vous ne l'aurez pas, je ne vais pas le rajouter, mais ce sera pour la prochaine fois, donc éventuellement. Donc actuellement, voilà, mon but, hein, c'est de sauvegarder un petit peu ma perf et de commencer à rentrer des positions. Donc certes, je rentre par anticipation, mais je rentre des petites positions que je vais accumuler et j'essaye, comme je vous ai dit dans la chronique globalement, si le marché commence à jouer la récession, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va jouer la détente sur les taux à long terme également. Et du coup, il va aussi revenir sur les valeurs technologiques qui sont absolument massacrées actuellement. Alors, il ne faut pas revenir sur n'importe quelle valeur, il faut revenir sur des valeurs qui vont vous donner de la visibilité de croissance, une croissance supérieure à l'inflation, une croissance qui va perdurer même s'il doit y avoir une récession. Et donc, des valeurs qui sont rentables et qui sont peu endettées. Donc là aussi, c'est pour prendre un petit peu une protection si jamais l'inflation perdure, les taux d'intérêt on continue de les monter, etc. Et les taux d'intérêt continuent de monter. Il faut se protéger et pas avoir trop de valeurs qui sont trop endettées, puisque évidemment le coût de cette dette se renchérit et ça peut poser quelques petits problèmes sur quelques sociétés qui n'ont pas profité du Covid suffisamment pour pouvoir renégocier leurs dettes. On reparlera de tout ça, de cet aspect-là de dette et de coût de la dette, etc. C'est extrêmement important pour ne pas faire de raccourcis et notamment sur le marché immobilier. J'essaierai également de faire une vidéo sur cet aspect-là. Donc globalement, voilà, j'ai essentiellement des positions où je suis en train de partir voilà, sur des valeurs un petit peu plus technologiques pour pouvoir jouer cet aspect-là. Et voilà, c'est la première vidéo, je ferai mieux certainement sur la deuxième. C'est pour moi l'idée
justement d'être sur cet aspect-là et de vous proposer ça, de vous dire, voilà, en gros, une relecture de ma chronique quotidienne avec une photo du portefeuille à l'instant T et quelques petits commentaires là-dessus en essayant, là ça fait 15 minutes, mais en essayant de couvrir ça en une dizaine de minutes. Là, je pense qu'il y avait un sujet dans la chronique du jour qui était aussi important sur l'aspect des obligations. C'est une question qui m'avait été posée également sur un petit peu cette vision que l'on peut avoir sur la suite. Voilà, j'espère que ça ait pu éclaircir. Du coup, ça me permettra aussi peut-être de raccourcir mes vidéos en hebdomadaire où du coup, je ne rappellerai pas certaines notions que j'ai pu donner en termes macro, éco au cours de la semaine. Voilà, comme d'habitude, c'est libre, bien entendu. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec d'autres investisseurs que ça pourra aider. Salut les graphes.